au bout de nos doigts, à l'écoute de notre voix, l'IA, l'intelligence artificielle, fait désormais partie de notre quotidien. Pour organiser nos loisirs, est-ce que je peux marcher jusqu'à la dent de Vaulion avec un enfant de 8 ans? Oui, il est tout à fait possible de faire de la randonnée jusqu'à la dent de Vaulion avec un enfant de 8 ans. Pour nous informer, dis, qu'est-ce qu'il a dit Macron sur la Palestine à l'ONU là? Lors de son discours à l'ONU, Emmanuel Macron a annoncé que la France allait reconnaître officiellement l'État de Palestine en mettant l'accent sur le soutien à la solution. ou encore écrire nos courriers les plus ingrats. Écris-moi une lettre pour résilier mon assurance maladie de base pour 2026. C'est la magie de la technologie venue tout droit de San Francisco, où le secteur de l'IA brasse des centaines de milliards de dollars. This is an incredible superpower on demand that would have been unimaginable at any previous time in history. Decades of research are becoming reality for people all over the world. This is going to be the most important technology in our lifetimes. Mais comme toujours derrière les tours de magie, il y a un truc auquel personne n'a pensé. En Suisse, la puissance de l'IA pénètre jusque dans nos poubelles. Nous sommes à Vernier chez Retripa. Papier ou carton, ici tout est analysé pour être séparé puis recyclé, et la manœuvre est plus technologique qu'il n'y paraît. Cette caméra qu'on a installée à l'entrée, en fait, elle permet d'analyser les flux entrants dans le site de Retripa et du coup de dire quelle est exactement la qualité de la matière qui va rentrer là-dedans. Et après, on va aussi faire des analyses de batterie, par exemple, s'il y a des objets dangereux, des objets qui ne devraient pas du tout être là. Des fois, il y a des gros objets métalliques qui sont jetés au milieu, qui atterrissent dans les camions, qui peuvent abîmer le reste de l'usine. Et du coup, en fait, on fait vraiment de l'analyse du flux entrant pour dire exactement à l'usine ce qui rentre. Derrière ces caméras, un algorithme développé par la start-up Wasteflow. Objectif, améliorer le taux de recyclage et la gestion du site. La clé, c'est bien sûr l'intelligence artificielle, mais surprise, il y a beaucoup de travail humain derrière son déploiement. Et ensuite, on trie tout à la main. Donc on va séparer les différents papiers, cartons, plastiques. En fait, notre système il va estimer des masses et des volumes de matière, de carton, de papier qui sont passés. Et on compare ça avec la réalité. En fait, ça, c'est de la donnée qu'on récupère en faisant de la pesée manuelle pour réinjecter ça dans l'entraînement de nos modèles et gagner en précision, du coup. Donc là, vous êtes un ingénieur en train d'entraîner une IA. Exactement, c'est exactement ça. En tout cas, c'est une étape qui est nécessaire. Ouais, je suis papier ici. Et oui, pour entraîner le modèle, il a fallu mettre la main à la pâte, et pas seulement dans l'usine. Si quelques pesées manuelles suffisent à ajuster le système, le gros du travail, c'est ce qu'on appelle la labellisation ou l'annotation des données, des images de déchets en l'occurrence. Ces photos sur lesquelles il y a des objets sur les convoyeurs, on va les collecter. Et ensuite, donc, on a un algorithme qui permet de faire une pré-labellisation des données, on appelle ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait automatiquement. Mais ensuite, il y a toujours un travail manuel qui est fait, qui nous prend beaucoup de temps et d'efforts, mais qui permet en fait d'annoter toutes ces images, donc de découper les objets manuellement, de dire, bah voilà, ça c'est une bouteille de PET, ça c'est un morceau de carton ou de papier, etc. Et puis ensuite, on injecte toutes ces données dans des modèles pour entraîner nos modèles et puis qu'ils soient capables de reproduire la même chose automatiquement pour nos clients. Plus il y a de données et plus les données sont de bonne qualité, plus les modèles vont gagner en précision. C'est vraiment, la donnée, c'est le nerf de la guerre. Chaque semaine, le responsable de Wasteflow doit faire annoter 25 000 images. Et vous avez bien compris, ce sont des êtres humains qui font ce travail colossal pour apprendre à la machine comment identifier ces déchets toute seule. Finance oblige, l'essentiel de la tâche est sous-traité au Venezuela, l'un des pôles de cette industrie aussi discrète que gigantesque. À l'EPFL, Robert West rentre tout juste des États-Unis. Il boucle une année de recherche dans les laboratoires de Microsoft, l'une des matrices de l'IA générative. Son propos est limpide. En 2025, l'intelligence artificielle ne peut pas fonctionner sans humain. Ce qu'on appelle l'annotation concerne donc les images, mais aussi les textes et tout le reste. Exemple avec ChatGPT. L'humain devient important au moment où vous voulez contrôler comment le modèle devrait se comporter. Sur Internet, il n'y a pas que de bons textes, il y a beaucoup de contenu qu'on ne voudrait pas que ChatGPT les répète.
Il y a du contenu qui est illégal, il y a de l'extrémisme, il y a des théories de conspiration, tout ça. Ce qu'il faut, c'est d'apprivoiser le modèle qui est trop brut au début. Il y a plein d'humains, des humains qui sont payés pour poser de bonnes questions à ChatGPT, parce que ça sert après comme données d'entraînement. Et il y a d'autres gens qui écrivent les réponses aux questions qui ont été écrites par les prompt engineers. Et eux, on appelle les annotateurs. Il ne s'agit pas de répondre en temps réel à toutes les demandes, mais bien d'entraîner la machine en continu et à large échelle avec des exemples d'interaction humaine. Des millions, voire des dizaines de millions d'humains cachés dans les coulisses de l'IA, c'est donc ça le truc des magiciens de la tech. La plupart se trouvent dans des pays à bas revenus, Inde, Philippines, Madagascar, Venezuela ou encore Kenya. Sur la carte de ces métiers fragiles, Nairobi, sa capitale, fait figure de métropole internationale. Ici, on mise sur le développement des nouvelles technologies depuis des années et cela passe par la prolifération de micro-emplois dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est là que nous sommes allés à la rencontre d'Ifantus Kanyugi. Diplômé en finance et en économie, il n'a jamais trouvé de travail dans son domaine. C'est donc par nécessité qu'il est devenu annotateur. Après quelques années dans le secteur, il a cofondé la DLA, l'association de défense de ses petites mains. The projects are many because everyone is trying to innovate in AI. So people in pharmaceutical industry are trying to innovate. I'm not sure if you've seen there's a video that was released of an AI system doing a surgery on a maize cob. It actually sewed up a maize cob that was cut. And for that one, for example, we actually annotated data on it. So it's where we are teaching it sutures, like the cuts, like for example, this is a cut, this is a stitch, this is this, and then over time, the more it's fed, the more it knows how to do that process. We worked on LiDAR. So this is the technology that self-driving cars use to identify the objects that are around it. And so we used to teach it to train, this is a person, this is a building, this is a road, these are road markings, this is a road sign, things of that nature. Aujourd'hui, et c'est plutôt rare, il travaille pour un employeur modèle actif dans la santé des animaux. So in this project, for example, they needed to identify like specific facial parts that can be used, for example, to identify, say, illnesses in the animal. And so they identify, for example, 46 points. And so for these 46 points, they put it in strategic places that can be used to detect movement. So they provide the images, they've already identified the points that they want placed on the face of the dog, and then they provide a schema. So it's like, we'd like this here, we'd like this done here, we'd like this done here. And then they feed it to the AI system, and then try to teach it how to do that process by itself. Des gestes répétés sur des milliers de photos pour un salaire qu'il juge honnête, ce qui est loin d'être une généralité. A lot of workers work 2 jobs. So, for example, we have 2 settings. We have a platform where you sign up to a website, do assessments, and then if you pass, you're onboarded and given projects. And then we have BPOs, which is a physical location that has a setup, work setup, and everything where you go to, and then work from there. So they work there, but then in the evening, after they go home, they go and work another full shift on the platforms to try and supplement the income, just to make sure that it's sustainable. It's not even enough for excess. It's just pay for your bills, pay for food and internet and all that, and it's basically done. Yeah. So a lot of workers work between 16 to 20 hours a day. C'est la réalité de celle que nous appellerons Alice. Annotatrice pour un sous-traitant de Meta,
Elle a par exemple contribué au développement des fameux avatars d'Instagram. Salaire, 30 000 shillings par mois, soit 180 francs, insuffisant pour s'en sortir à Nairobi. So I've been doing other things apart from maybe working for them. I normally look for online jobs. So you find that maybe you find another project that is paid maybe bi-weekly, and that maybe can help in sustaining. Or like me myself, if maybe I don't get a project within a month, it means I'll have to tell either my mom or my sisters to maybe help out with the bills. These are precarious jobs because they're project-based jobs, right? So sometimes you're having work for a 2-week project, 2-week long, some is 3 months, some is 6 months, and you're constantly looking for your next opportunity. Angela Chukunzira ausculte la réalité de ces forçats du clic depuis plusieurs années. Elle dénonce des conditions de travail indignes. Based on the people I've talked to so far, they barely make a living. You know, they're always relying on other sources of income or loans, so they have to take up loans to be able to supplement what they're making from this. Au-delà des finances, elle s'inquiète aussi pour leur santé mentale. Car les spécialistes du secteur le savent, souvent, les annotateurs sont exposés à des contenus toxiques. Cet homme en a fait les frais, brûlé par un projet d'intelligence artificielle dans un domaine où on ne l'attend pas forcément. Someone sent me a link and I applied. I didn't know what it was literally on, those videos. So I ended up working on pornographic videos for 8 hours besides my summer shift. And for 8 months, I'm working on pornography, putting tags on each and every frame of every video I'm receiving for 8 hours a day. Watching pornography for 8 hours is not a joke. Now, my body responded to it to a point that it got 4 or 5 days later, my body couldn't even respond anymore. My body just shut down completely. And now I have a wife in the house this is my intimate partner we are talking about. So she has to go into bed with me at any given time she feels like. So I have 4 hours of sleep. I go to the bed, I can't even function. We got to a point where it really fractured my relationship. And to be honest, we ended up separating. Aujourd'hui, il appelle les entreprises de l'intelligence artificielle à protéger la santé mentale des travailleurs, un enjeu fondamental. When the workers are constantly exposed to very harmful content, they become desensitized. And some of them are losing their humanity. And so your sense of reality is highly altered as well. De l'autre côté de nos écrans, les annotateurs ne sont pas les seuls exposés à ces contenus toxiques. Pour protéger les utilisateurs contre les publications problématiques, les réseaux sociaux font appel à une autre catégorie de travailleurs de l'IA, les modérateurs de contenu. Sur TikTok, 85% des contenus inappropriés sont par exemple filtrés par l'intelligence artificielle. Pour le reste, abracadabra, l'algorithme a besoin d'humains. Nous nous rendons dans un lieu discret pour rencontrer l'un d'eux. Employé par un sous-traitant du géant chinois, il n'a pas le droit de parler de son travail et reste donc anonyme. Son quotidien ? Traquer des contenus inappropriés venus du monde entier, au moins 250 vidéos par jour et, attention, cela peut être très choquant. The majority of the contents that we do are selected by artificial intelligence. And since artificial intelligence is not perfect, like it is too much videos are selected. But there is always errors with artificial intelligence. You see, like AI cannot distinguish between someone smoking a cigarette and someone licking a lollipop. You should not depend on the AI for moderation purposes. It's going to be catastrophic. Yeah, so a lot of things will be leaked. A lot of inappropriate videos will be leaked. Because videos range in a lot of things, suicidal videos, torture videos, people burned alive, child sex, a lot of things are in the social media. People usually see the ones that are good, people who are dancing like that, but they don't know it goes through humans. Like there are humans like me, which are filtering out the bad contents at the expense of our mental health. There are certain videos, 2 or 3 videos, that will haunt you for the rest of your life. Like one time I have seen, there were 3 guys and they have knives in their hands
and they were just skinning that guy alive. He's just crying, but they are just, you see, you understand, this kind of thing. We watch this kind of things. Ces oubliés de l'IA peuvent-ils faire entendre leur voix face aux géants pour lesquels ils travaillent? Merci Moutemi en a la conviction. L'avocate en a fait son grand combat. In our assessment, the AI industry, as far as it involves, data annotation in Kenya, content moderation and training of the algorithms, is being done in an exploitative model that involves two things, either human trafficking or forced labor. Aujourd'hui, ce n'est pas TikTok, mais Meta, maison mère de Facebook et d'Instagram, qu'elle traîne devant les tribunaux au nom des modérateurs de contenu. Meta was implicit in the human trafficking itself. And when you are caught up in a human trafficking pattern, you're being brought in for purposes of exploitation. And where we see the exploitation happening is through that management by the platform. So you find that the platform gives you targets that you cannot achieve to do an impossible job that you did not even voluntarily sign up for. And when you don't achieve those targets, then your salary is reduced constantly. And at the same time, because you're doing very dangerous work, it's leading to mental health harm. So it's not that there was the BPO conducting human trafficking and Meta didn't know about it, is that the whole pattern is to bring vulnerable people deceptively into the work and then exploit them. That's what constitutes human trafficking. Are you accusing Meta of human trafficking and forced labor? Yes. Au-delà des procès contre Meta, les petits artisans de l'IA réclament surtout un système plus équitable. All these projects have been worked on here in Kenya. ChatGPT has been here, Tesla has been here. All these projects. Can't we have a win-win situation? Where like I am a labeler, I am working on their data, they are making millions. Why can't they also make sure that I'm living a good life? Must they sacrifice me to grow? Is it a crime like doing the right thing for these big tech companies? Would you say you have been sacrificed? More than 1,000 times. So I lost my family, who then is going to bring my family back? We are exploited like slaves. It's just because we are Africans, nobody cares. You understand? With these big tech companies, they're very greedy. They don't care about humans. So they must be punished, and they must change the way they treat humans. This is the 21st century. There is no more slavery. They need to be taught that because they are keeping us as slaves. Oui, il en va de l'intelligence artificielle comme des illusionnistes. Une fois qu'on connaît le truc, la magie ne perd plus vraiment. Alors voilà à quoi ressemble la page principale de la plateforme. Utilisez votre intelligence pour entraîner l'IA et être rémunéré pour le faire. Écrire des prompts, donc des requêtes, ainsi que leurs réponses, c'est ce qu'a fait Daniel Burnier pendant 6 mois, avec 2 consignes bien particulières, être créatif et très local. Exemple. La question, c'est est-ce que l'ascension de la dent de Vaud-Lyon, dans le canton de Vaud, depuis le parking Petra-Félix, est une balade recommandée pour des enfants de 8-10 ans. Donc vous voyez, quelque chose de très local. Et ma réponse que j'ai écrite, qui devait battre le modèle ChatGPT, c'était celle-ci. Donc cela dépend naturellement de la forme physique de ces enfants. Comme il y a 400 mètres de dénivelé positif et Docteur en négatif, sciences sociales, c'est la précarité qui le pousse vers cette option. Alors, à cette époque, j'étais chargé de cours à l'université de Neuchâtel
Et j'avais une charge de cours qui ne payait pas nos factures. Et du coup, j'ai cherché à compléter en fait, mon revenu en rentrant dans l'intelligence artificielle, en entraînant un modèle. Et j'ai répondu à une annonce sur LinkedIn où j'ai vu qu'ils recherchaient des gens en Suisse romande pour entraîner ce modèle d'intelligence artificielle. La plateforme s'appelle Outlier, l'un des poids lourds du business de l'annotation. Meta vient d'investir 14 milliards de dollars dans sa maison mère et elle recrute en Suisse de manière très active. Les millions de travailleurs de l'IA à travers le monde, c'est le champ d'étude du professeur Antonio Casilli. Basé à Paris, il met en garde contre les promesses de ce type de plateforme. En Europe, on gagne sur le papier jusqu'à 25 euros de l'heure, par exemple, mais en réalité, les plateformes qui sont présentes en Europe ont une petite surprise, mauvaise surprise pour les travailleurs, c'est-à-dire qu'elles n'assurent pas un nombre suffisant de tâches pour pouvoir avoir un niveau de rémunération adéquat. Et ça, c'est toujours le problème. Pas assez de travail, c'est aussi ce qui est arrivé à Daniel Burnier, et ce ne sera pas sa seule mauvaise surprise. La plateforme ne payait pas quand je devais faire des recherches pour écrire de bonnes réponses, quand je devais faire des formations pour participer à des projets, donc ces formations étaient obligatoires. Donc ces deux tâches-là n'étaient pas payées. J'ai gagné environ 500 francs par mois pour des tâches vraiment qui correspondaient à environ à 30% de mon temps. Soit environ 8 francs de l'heure. J'attends l'orage impatiemment. En mer, en montagne, il fait souvent mine de s'approcher, puis me laisse tomber. Pourquoi ce spectacle me touche? Pour ce prix, il aura même écrit des poèmes pour éduquer la machine à la beauté et à la sensibilité. Certains s'agitent, comme la lave du volcan en éruption. L'orage lave la terre et certaines âmes. Mais l'exercice n'est pas viable. Il quitte donc la plateforme avec aussi cet étrange sentiment. La créativité, au bout d'un moment, qui nourrit une machine, a développé chez moi quand même un sentiment que la machine captait, si vous voulez, ma créativité. C'est-à-dire, je la nourrissais et finalement, moi, je m'appauvrissais, si vous voulez. À Aubonne comme à Nairobi, c'est bien sur la richesse et le savoir de l'être humain que se construit l'intelligence artificielle, quel que soit le récit de ses architectes. C'est une question de marketing des entreprises, mais c'est aussi cette idée que l'intelligence artificielle doit marcher toute seule. Ça, c'est effectivement le rêve des techniciens, mais ce rêve se heurte à la réalité du travail humain qui est toujours nécessaire pour produire ces technologies.